Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de vous accueillir dans cette masterclass où on va parler de... Alors désolé d'avoir mis en gras un mot pas très agréable, les sept erreurs qui tuent en fait l'agilité en entreprise, parce que ce sont des vrais sujets en fait. On a beaucoup d'entreprises pensent que l'agilité c'est un non-phénomène et que finalement n'importe qui peut être agile, n'importe quelle entreprise peut être agile et sous n'importe quelles conditions. C'est c'est pas si simple que ça. Il y a des meilleures pratiques qui existent qu'il faut vraiment suivre de manière à pouvoir être efficace et à pas tomber dans les écueils dans lesquels un très grand nombre d'entreprises tombent. Parce que l'agilité, ça se décrète pas. Voilà, ça se vit, ça se met en œuvre. Et on va parler de tout ça pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Marc-Noël Fauvel. J'ai créé un certificateur, un organisme de formation qui s'appelle Skills for All et qui a pour vocation à aider le plus grand nombre de personnes possible à acquérir des compétences sur les domaines du digital. Et quand on parle de domaine du digital, eh ben, on parle de gestion de projet, on parle de cybersécurité, on parle d'intelligence artificielle, alors de plus en plus, de tout ce qui est digital marketing, voilà, de tous les sujets qui embarquent le digital à un moment ou à un autre, et Dieu sait qu'il y en a un grand, grand nombre. Et ce sont des compétences, ce sont des métiers qui ne sont pas toujours bien connus de tout le monde. Et donc, on essaye de fournir le plus d'informations possible, le plus de repères possibles et le plus de meilleures pratiques possibles pour que les personnes qui sont dans les métiers du digital puissent continuer à avancer, à se former, à acquérir des compétences et rester employables. Et toutes les personnes qui voudraient venir dans les métiers du digital puissent savoir comment s'orienter, quelles compétences acquérir, etc. Voilà, donc du coup, ça, c'est la vocation de Skills for All. Et on est vraiment centré sur toutes les meilleures pratiques, sur tout ce qui tourne encore une fois autour de la data, de l'IA, de la cyber, etc. Je vous laisserai découvrir ça. On a des conseillers qui sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ces métiers et sur ces formations-là, parce qu'on accompagne de nombreuses personnes à la reconversion et à l'évolution professionnelle tout au long de leur vie active. Donc, l'objectif de cette masterclass, comme toutes celles qu'on organise en gros toutes les 3 semaines, un mois, c'est vraiment de vous donner les éléments pour progresser, pour faire le tri entre les nombreuses informations que vous pouvez trouver sur Internet, parfois pas toujours extrêmement alignées avec la réalité, et puis parler des sujets qui vous occupent, qui ne sont par exemple pas traités en webinaire. On sera ravis de pouvoir en organiser un sur les sujets qui vous préoccupent. Aujourd'hui, on est extrêmement concerné par l'intelligence artificielle. On cherche d'ailleurs de notre côté à recenser les cas d'usage de l'IA dans vos entreprises. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour nous faire des retours sur vos cas d'usage en IA, j'en profite. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. L'équipe va vous mettre le mail dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot. Alors, si vous avez des suggestions par ailleurs, n'hésitez pas à envoyer un petit mail sur masterclass@skillsforall.com. On les lit absolument tous et on est très heureux de vos suggestions, si jamais vous en avez, pour nous aider à progresser et à pousser de nouveaux sujets ou d'autres sujets par lesquels vous êtes concernés. Alors, surtout pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est en gros 40-45 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Voilà, je préfère pouvoir répondre, si j'ai cette occasion-là, à toutes les questions au fur et à mesure. C'est beaucoup plus vivant, plutôt que de vous dire non, non, stop, écoutez, vous posez des questions à la fin. Ça, c'est pas très rigolo. Et puis, c'est beaucoup moins vivant. Donc, soit vous levez la main pour attirer l'attention, soit vous mettez directement votre message dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure que je les verrai arriver avec grand plaisir. 10 minutes avant la fin, on va vous soumettre un petit questionnaire de feedback pour qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse avoir voilà, d'autres retours de votre part. Et puis, alors là, c'est quelque chose, on va simplifier le mode opératoire. On vous proposait il y a quelques semaines voilà, que vous remplissiez un formulaire et que ça soit tiré au hasard, que vous ayez une formation ou un produit tiré au hasard. En fait, là, on va vous faire un autre cadeau qui, à mon avis, va vous intéresser énormément. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ça. Je suis sûr que ça va vous plaire beaucoup. Et je me mouille pas trop parce que je sais que c'est un sujet extraordinairement d'actualité. Et donc, du coup, si vous voulez échanger davantage, aller plus loin, poser des questions à un conseiller qui connaît vraiment les métiers du digital et pourra vraiment vous aider à vous orienter, faire votre choix, etc., envoyez-nous un petit mail à contact@skillsforall ou bien appelez-nous à ce numéro. Ça sera avec grand plaisir qu'on pourra vous aider à y voir plus clair et voilà, à visualiser ce qu'il vous faut pour évoluer professionnellement.
à l'avenir sur les métiers du digital, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, j'en serai ravi. Alors, on est sur les 7 erreurs, voilà, qui tuent l'agilité en entreprise. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, on va regarder ensemble. La première chose, c'est considérer en gros que l'agilité, c'est comme avant. Sauf qu'il y a des gens qui essayent de mettre des mots différents sur les choses, mais en fait, rien ne change. Non, c'est pas vrai du tout. En fait, l'agilité, c'est un véritable mindset. En fait, quand on a besoin de mettre en place de l'agilité, il faut s'adresser à des personnes qui ont ce mindset-là. Alors, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, vous avez dans des équipes des personnes qui sont ennuyées par le fait que ce qui est demandé par les utilisateurs, ça ne soit pas précis, que ça change, etc. Bref, les utilisateurs donnent l'impression de ne pas savoir tout à fait ce qu'ils veulent. Mais en fait, ça, c'est pas la réalité, c'est juste que le monde bouge en permanence. Qu'en entreprise, on a des besoins qui changent, on a des clients qui nous font remonter des besoins, qui font des remarques sur nos produits, etc. Toutes les entreprises vivent ça. Et donc, c'est normal que les utilisateurs en entreprise, que les salariés aient des besoins qui changent. Donc, quand on a des besoins qui changent de façon totalement légitime, mais qu'en face, on a une équipe informatique, par exemple, qui ne comprend pas que les besoins changent, ben, il y a un problème. C'est parce que le mindset, en fait, en face, il n'est pas agile. Le changement, c'est juste le carburant d'une méthodologie agile. S'il n'y a plus de changement, il n'y a plus besoin d'agilité et il n'y a pas d'agilité du tout. Quelque chose qui ne change pas, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne s'adapte pas. Or, l'adaptation, c'est le moteur du changement et de l'agilité. Donc, avoir des personnes qui soient motivées à l'agilité, c'est un point sensible absolument impératif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur du changement. De la même manière, il ne faut pas avoir peur de décentraliser les décisions. Quand toutes les décisions sont centralisées, bah, c'est un frein à l'agilité parce que ça veut dire que tout doit remonter au chef ou au patron, etc., pour prendre des décisions et pour continuer à avancer. Non, il faut décentraliser les décisions de manière à ce que les décisions puissent être prises au plus près comment dire, du besoin, au plus près du client, au plus près de l'actualité. Et ça va favoriser évidemment l'agilité. Il faut reconnaître et soutenir les équipes qui sont embarquées dans des projets agiles ou dans l'agilité dans l'organisation. Il faut les soutenir parce que ce n'est pas une démarche qui est facile. Il faut reconnaître le droit à se tromper. Alors ça, c'est extrêmement important et c'est pas tellement dans la culture française et latine. En France, quand on fait une erreur, on est sanctionné, on a un mauvais point, on a une mauvaise note, on a une mauvaise évaluation, peu importe, on n'a pas son diplôme. Or, les erreurs, c'est extrêmement important pour apprendre. Dans l'agilité, on ne vise pas, comment dire, c'est pas qu'on va pas faire d'erreurs. Si on fait des erreurs, on préfère le savoir vite. C'est-à-dire, si on prend une orientation et qu'on s'aperçoit que c'est pas la bonne, c'est pas tellement grave. Mais il faut qu'on le sache le plus rapidement possible pour pouvoir rétablir, tourner le volant et aller dans une autre direction. C'est ça l'agilité. Mais donc ça veut dire qu'on autorise de se tromper, on autorise les erreurs. Les erreurs ne sont pas graves à partir du moment où on rétablit la situation rapidement et on apprend le plus vite possible de ce qu'on vient de faire. Donc reconnaître le droit à se tromper, c'est extrêmement important pour avoir un fonctionnement en mode agile. De la même manière, on va livrer quelque chose, on va livrer un produit, une application, sous une forme itérative, c'est-à-dire qu'on va commencer par livrer un petit morceau, puis on livrera plus tard un autre petit morceau, et puis encore plus tard un autre petit morceau. Et quand on aura tout livré, on aura la solution complète. Ça, c'est une façon de voir qui est très différente de ce qu'on avait l'habitude avant, qui consistait à dire, écoutez, on travaille dans notre coin et on se revoit dans un an et on vous livre la totalité. Ça, c'est comme ça qu'on faisait depuis depuis des millénaires et qui ne marche plus avec l'agilité aujourd'hui, avec les besoins d'entreprise qui sont changeants et qui vont extrêmement vite. On est obligé de livrer au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir finalement le produit sur son poste de travail, etc. Et donc ça, c'est très important d'accepter de ne pas avoir une livraison complète et totale de la solution, mais au contraire par petits incréments. Et même si vous levez la main pour poser une question, n'hésitez pas à écrire votre question dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Et bonjour à Mansour et bonjour à tout le monde. Accepter de livrer sous forme itérative, donc c'est extrêmement important. Il faut un accompagnement au changement aussi, parce que les changements vont être dans les habitudes, les changements vont être dans la façon de livrer, les changements vont être dans le droit à reconnaître l'erreur. Il va y avoir des changements très nombreux, en fait, quand on va mettre en place l'agilité dans l'organisation. Et donc, il faut soutenir cette démarche-là. Il faut qu'elle soit soutenue au plus haut point, au plus haut degré dans l'organisation, et notamment par la direction. Et la direction, il ne faut pas juste qu'elle dise, oui, on fonctionne en mode agile, tout va bien,
Non, non, il faut qu'elle appuie, il faut qu'elle forme, il faut qu'elle permette aux personnes de s'attribuer les nouveaux outils, la nouvelle façon de faire. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que il faut que la direction donne du temps, il faut que la direction donne des moyens, encore une fois, forme, etc. Ça, c'est nécessaire pour qu'on commence vraiment à parler d'agilité dans l'organisation. Donc, considérer que l'agilité, globalement, c'est comme avant, mais juste avec des mots différents, vous comprenez maintenant à quel point c'est pas du tout le cas. Le deuxième point, penser qu'on va faire des économies avec l'agilité. Ça, c'est une deuxième erreur que beaucoup d'entreprises font. Beaucoup d'entreprises pensent que en mode agile, eh ben, en fait, on va faire des économies, soit ça va aller plus vite, soit ça va coûter moins cher, etc. En fait, je suis désolé de dire que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que l'objectif de l'agilité, ça n'est pas de faire des économies. L'objectif de l'agilité, c'est d'avoir le bon produit le plus rapidement possible et pas forcément le moins cher. Voilà ce qui se passe parfois quand on fait appel à un prestataire qui est peut-être en dessous du marché. Bah, et, on n'a pas tout à fait le même résultat. Alors c'est une caricature, bien entendu, mais c'est tout à fait symptomatique d'entreprises qui n'ont pas totalement compris ce que c'était que l'agilité. L'agilité, c'est livrer quelque chose rapidement, le plus rapidement possible, mais bien sûr qui correspond aux besoins des utilisateurs, pas qui soit complètement hors sol et qui correspond pas évidemment aux besoins. D'accord? Donc, penser qu'on va faire des économies avec l'agilité, ça n'est pas vrai. On ne fera pas d'économies avec l'agilité. Par contre, on livrera beaucoup plus vite un produit qui sera complètement adapté aux besoins de l'utilisateur. Et ça, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. La troisième erreur, pardon, qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est faire un sprint zéro. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, vous savez, dans l'agilité, notamment avec une méthode comme Scrum, qui est la méthode la plus adoptée dans le monde pour remettre en place l'agilité dans l'entreprise, on parle de sprint. Les sprints, c'est des petites itérations qui durent en général un mois et à la fin de laquelle on livre quelque chose. On livre un petit morceau de produit, un petit morceau d'application, quelque chose qui commence à pouvoir être utilisé mais qui n'est pas totalement complet. Donc ça s'appelle des sprints et pendant ces sprints-là, on livre quelque chose. Et il est souvent considéré, en fait, que la préparation de l'équipe, la formation de l'équipe, ça soit un sprint zéro. Et le problème avec ça, bah, c'est que ça rentre pas dans un mois. Hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, un sprint, ça dure en gros un mois. Et que la plupart du temps, bah, il faut plus d'un mois pour former une équipe, il faut plus d'un mois pour constituer une infrastructure, il faut plus d'un mois pour changer des habitudes. Et donc, se dire je fais un sprint zéro, c'est totalement trompeur et ça va amener des pensées qui sont pas du tout en lien avec ce qu'on va devoir faire pendant ce moment de préparation, de formation et de construction. Ça s'appelle un pré-projet. Alors, c'est pas juste des mots, parce qu'un pré-projet, ben, ça peut durer 6 mois. Un pré-projet, ça peut durer un an. Et donc, mettre en place ce qu'il faut pour que le mode agile puisse ensuite fonctionner, ça, c'est le plus important. Donc, il faut que tout soit prêt avant de commencer la première itération. Que tout soit prêt, ça veut dire que les gens soient formés, ça veut dire que les outils soient en place, ça veut dire que le mindset ait déjà été travaillé, qu'on sache exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on ait un backlog complet. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Tout ça, ça doit être prêt avant que la première itération, le premier sprint, soit lancé. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un environnement qui n'est pas prêt à la méthode agile. Et donc, le premier sprint va évidemment échouer. Et on va entendre dans les couloirs, bah oui, ils ont essayé une nouvelle méthodologie, mais en fait, ça marche pas. Bah, je vous l'avais bien dit, l'agilité, ça fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne, sauf que ça doit être préparé de manière à ce que quand on appuie sur le bouton, eh bien, les équipes qui fonctionneront en mode agile puissent se déployer, puissent fonctionner le mieux possible. Voilà, donc si tout n'est pas prêt dans l'organisation pour commencer un sprint, eh ben on ne le commence pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quatrième point, il y a beaucoup d'entreprises qui voient le monde à travers deux angles. Soit c'est agile, soit c'est pas agile. Et ce qu'on dit souvent waterfall ou bien un cycle en V ou ce genre de terminologie-là. Et donc c'est soit je choisis une méthode, soit je choisis l'autre. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est totalement faux. En fait, l'agilité et la gestion de projet vont parfaitement ensemble. Parce que la gestion de projet, c'est tout ce qui entoure en fait une équipe agile. Une équipe agile, une équipe Scrum, c'est une équipe qui est là pour livrer quelque chose. C'est pas du tout une équipe qui est là pour gérer un projet. Il n'y a pas d'outil dans Scrum qui permet de gérer un projet.
Il y a des outils dans Prince 2, il y a des outils dans PMP, il y a des outils dans PM Square, par exemple, un référentiel de gestion de projet de l'Union européenne, mais il n'y a pas d'outils pour gérer un projet dans Scrum. C'est pas du tout fait pour ça. C'est comme si vous vouliez enfoncer un clou avec un tournevis. Un tournevis, c'est pas fait pour enfoncer des clous. Donc, du coup, Scrum n'est pas fait pour gérer un projet. Alors, quand on est une entreprise, on dit, ben, ce truc-là, je vais le gérer en mode classique ou je vais le gérer en mode agile, ben, ça part mal parce que c'est se passer des bénéfices de l'une ou de l'autre des méthodes, parce qu'en fait, elles vont parfaitement bien ensemble. Quand on a un projet qui a des composantes à livrer, des produits à livrer sous forme itérative et incrémentale, eh ben, ça n'empêche pas qu'on fait appel à une méthode de gestion de projet, mais qu'on s'appuie sur des équipes qui, elles, livrent en mode agile, et donc une ou plusieurs équipes Scrum. Donc, mixer les deux, c'est ce qu'on appelle des approches hybrides, c'est extrêmement puissant. Et c'est exactement ce pourquoi ces méthodologies-là sont faites. Si vous essayez de gérer un projet avec Scrum, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas du tout les outils. Bien sûr, alors donc ça veut dire que l'agilité et l'approche classique sont bien sûr complémentaires pour synthétiser. Il y a un rôle très important qui est bien sûr le rôle de chef de projet. Parce que quand on est dans un projet qui livre de façon itérative et incrémentale comme Scrum, par exemple, bah, le rôle du chef de projet, il est un peu particulier. Et ce n'est pas du tout celui, par exemple, du Scrum Master. Vous avez peut-être entendu parler de ce rôle-là en agilité. Le Scrum Master, lui, il est là pour fluidifier le fonctionnement de l'agilité dans une équipe. Il n'est pas du tout là pour gérer le projet. Et donc, quand on fait ce genre de confusion, eh ben, on part du mauvais pied parce qu'on confond les rôles, on confond les responsabilités, on s'appuie sur une méthodologie qui n'est pas faite pour ce qu'on veut faire. Bref, il est vraiment important de comprendre que soit waterfall, soit agile, ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut faire les deux parce que les deux sont complètement complémentaires. On en arrive au cinquième point. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu, un petit peu fort comme image, mais il nous faut, pour livrer un produit en mode itératif, à la Scrum, à la Agile, il faut un vrai product owner qui soit pas trop technique et qui soit pas complètement aveugle. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un product owner? Un product owner, c'est la personne qui est responsable de dire aux équipes le produit exact qu'elles vont devoir construire. À l'équipe Agile, le produit exact qu'elles vont devoir construire. J'ai besoin d'une application, une nouvelle application, et ben c'est les fonctionnalités de cette nouvelle application. Je suis en train de construire un nouveau produit, ce sont les caractéristiques de ce nouveau produit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte cette vision métier, cette vision du produit qu'on va devoir réaliser. Eh ben, un PO qui n'a pas la vision, ben voilà, c'est ça que j'appelle un PO aveugle, parce qu'il va emmener l'équipe dans n'importe quelle direction et le produit qui va être développé, il va certainement pas convenir aux besoins. Donc, avoir un PO qui a une vraie vue, une vraie vision du produit à réaliser, de l'application à réaliser, eh ben, c'est extrêmement important. C'est pour ça que le rôle de product owner, c'est le rôle le plus important dans une équipe agile. Il ne faut pas non plus que ce PO soit trop technique. Parce que par exemple, si vous êtes en train de développer une nouvelle application, il ne faut pas que le PO il ait besoin de savoir développer ce genre de choses-là. Il n'a pas besoin de ça. Le PO, lui, il est fonctionnel. Il doit décrire le produit qui est à réaliser. Il n'a pas besoin de savoir comment réaliser ce produit. Ok. On ne sait pas construire une maison, pourtant on est tout à fait capable de décrire la maison qu'on a envie d'acheter ou l'appartement dans lequel on a envie de vivre. Ça ne fait pas de nous des maçons, des charpentiers ou bien, je ne sais pas trop quoi, des plaquistes. Donc, ce sont des rôles tout à fait différents. Un PO n'a pas besoin d'être technique. Par contre, il a besoin d'être communicant, il a besoin d'être disponible et il a besoin d'avoir une vision claire du produit que l'on veut réaliser avec l'équipe agile. Ça, c'est le PO qu'il nous faut, si je peux dire ça comme ça. Donc, s'il n'a pas de vision, on est mal parti. Si c'est pas clair, en tout cas dans sa tête. S'il est trop technique, c'est pas bien parti. S'il n'écoute pas, c'est pas bien parti non plus, parce qu'il a besoin d'écouter l'équipe de développeurs pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir écouter les contraintes techniques des développeurs, etc. Voilà le bon PO, ce qui n'est pas toujours évident à trouver dans l'entreprise. Alors, je sais que je parle beaucoup, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de répondre au fur et à mesure aux questions aussi. Alors, il y a une sixième erreur qui est terrible, c'est de ne pas respecter ces fameux sprints, qu'on appelle également des time box, des boîtes de temps, en fait, qui sont extrêmement importantes dans cette méthodologie-là, et qui sont importantes non pas pour vous embêter,
mais parce que chaque boîte doit être fermée et doit aboutir à la fin à la livraison d'un morceau de votre produit ou d'un morceau de votre application. Et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il y a un problème dans la boîte, si vous voulez. C'est que toutes les activités qui sont dans ce sprint ne sont pas réalisées complètement. Et ça, bah, si on n'arrive pas au bout de l'itération à livrer ce qu'on doit livrer, c'est un symptôme. Ça veut dire qu'on n'est pas bien organisé à l'intérieur de cette itération. Et donc, il parle de time box dans cette méthodologie parce que bah, tout doit entrer dans une boîte. Et puis, quand on a fini l'itération, bah, on commence une nouvelle boîte. Et à la fin de cette nouvelle boîte, il doit y avoir une livraison et tout doit être fait dans cette boîte avant de commencer la boîte suivante. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'être sûr qu'on va livrer quelque chose au bout d'un moment donné. Et ce moment donné, c'est en général un mois. Alors, ça correspond à la question de Laurent. En fait, il y a des préconisations dans la méthodologie. La méthodologie Scrum, elle conseille que un sprint dure un mois et dans le même temps comment dire, que l'équipe soit constituée de moins de 10 personnes. Parce qu'un mois comme ça dans le vide, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est aussi fonction de la taille de l'équipe. Une équipe de 10 et moins personnes. Et un mois, c'est la bonne durée, c'est la bonne taille d'équipe pour que pendant ce mois, on puisse livrer un vrai incrément, des vraies fonctionnalités supplémentaires qu'on va pouvoir montrer à des utilisateurs, parce qu'à la fin d'une itération, il y a une revue où on montre les résultats de l'itération à ses utilisateurs, à ses clients, pour pouvoir lancer une nouvelle itération et être sûr de la priorisation des différents éléments. Donc, obliger qu'une livraison ait lieu à la fin d'un timebox, c'est extrêmement important et c'est pour ça que les timebox existent, c'est pour ça que les itérations existent. Un mois, c'est la durée recommandée pour une équipe de 10 personnes et moins. Maintenant, si on est dans une démarche où on a besoin de faire beaucoup d'essais, on est très, très itératif, on n'est pas sûr de comment s'y prendre, etc., on est très exploratoire, eh ben, on peut raccourcir la durée d'un sprint. On peut raccourcir la durée des sprints, pardon. Par exemple, prendre des sprints de 15 jours. Pourquoi on prend des sprints plus courts? Ben, pour avoir une interaction plus fréquente avec les utilisateurs, pour qu'ils puissent nous faire des retours plus fréquemment et nous dire, bah non, c'est pas tout à fait ça qu'on attendait comme produit, est-ce que vous pourriez pas ajouter ça ou retirer ça? Donc du coup, ce qui est préconisé, c'est un mois. Et ce qui est possible, c'est un peu plus court lorsqu'on est dans une démarche où on découvre le sujet et on a besoin d'explorer tout un tas de pistes. Voilà pour Laurent. Alors, il y a Yael qui me dit, je suis certifié PO et je n'ai pas encore eu le privilège d'exercer cette fonction car les RH ne me permettent rien. J'ai initialement une forte expérience. Oui, alors ça, c'est toujours le problème, c'est le problème de l'expérience. Euh, essayez essayez de vous accoler à une équipe agile, essayez de vous imprégner d'une équipe agile dans votre organisation pour voir comment ça fonctionne. Et puis, bah, avoir une certification, c'est quand même un atout. Après, on ne peut pas forcer les RH, effectivement, à donner cette opportunité. C'est dommage. Mais peut-être que vous pouvez participer à des groupes de réflexion, à des stand-up meetings, comment dire, d'équipes agiles qui fonctionnent. Peut-être que vous pouvez vous adresser à des Scrum Masters qui ont pour le rôle également d'aider l'entreprise à adopter l'agilité, hein. Le Scrum Master, il ne faut pas oublier, qui doit évangéliser toute l'organisation. Donc, faites-vous connaître à lui ou à elle de manière à ce qu'il puisse parler de vous éventuellement, donner des idées aux uns et aux autres pour vous embarquer dans l'aventure agile de l'organisation. C'est une piste, je réagis évidemment par rapport à ce que vous venez d'écrire. Je voudrais savoir le rôle de chef de projet dans une gestion agile, vu que l'équipe est auto-organisatrice, je mélange les rôles. Oui, ça, c'est un vrai sujet, alors qu'il faut un petit peu de temps pour développer. Alors ça, on traite ça en long, en large et en travers, évidemment, dans notre formation. En fait, le chef de projet, lui, il s'appuie sur différentes équipes. Des équipes qui peuvent livrer sous forme traditionnelle, avec un plan, avec une recette, etc., etc. Et le chef de projet, il peut s'appuyer sur des équipes qui, elles, livrent en mode agile. Et en mode agile, ben, on a trois rôles dans une équipe agile. On a le Scrum Master, on a le Product Owner, et puis on a les développeurs. Le chef de projet, c'est le chef d'orchestre, tandis que l'équipe Scrum, c'est elle qui joue la musique, si vous voulez. Le chef d'orchestre, il ne fait que faire jouer la musique aux autres. Donc, chef d'orchestre, c'est le chef de projet, et ceux qui jouent des instruments, eh ben, en fait, c'est les personnes dans les équipes agiles. Voilà. Oui, j'ai travaillé en mode agile avec des sprints de 2 semaines, tout à fait. Si le projet est risqué et très exploratoire, on peut avoir des durées un petit peu plus courtes, bien sûr.
La certification ne donne qu'une vision théorique de ce métier. Avec la partie, il y aura toujours un grand déphasage. Alors, je ne suis pas tout à fait OK avec ça. Bien sûr, ça reste théorique parce que c'est une formation et que donc on n'est pas en train de mettre les mains dans le cambouis, on n'est pas dans l'organisation en train de mettre en place la méthodologie. Mais je vous assure que si vous la suivez, eh ben, ça se passera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans l'organisation. Les gens vont comprendre, vont être embarqués et souvent, quand ça se passe pas bien dans les organisations, c'est parce que on a oublié un aspect du pourquoi de la méthodologie et revenir aux bases, eh ben, c'est extrêmement important. Les RH sont contraints par le légal, c'est pas très agile. Oui, bon, on peut aussi se cacher derrière son petit doigt, hein, je n'irai pas plus loin. Oui, oui, tentez franchement parce que ça vaut le coup. Est-ce que le PO doit gérer les QCD concernant un produit? Alors, le PO, il doit donner les directions par rapport au produit, c'est-à-dire il doit expliquer le produit qu'il veut faire développer par l'équipe. Il n'a pas besoin de rédiger les expressions de besoin. Une bonne pratique, c'est que ce soit l'équipe de développement qui rédige les expressions de besoin. Et ça permet d'être sûr que l'équipe de développement a bien compris ce qu'attend le PO. Bonjour, que pensez-vous des formations de Product Owner en bootcamp de 3 mois? Quels conseils pour choisir ce type de formation? Je suis déjà certifié Agile Scrum. Alors, comment dire, c'est difficile à dire parce que une formation longue sur ce sujet-là, je suis pas sûr que ça soit la meilleure approche. En fait, il faut rentrer dans l'opérationnel. Il faut se trouver une entreprise, alors soit faire éventuellement une alternance ou un stage ou ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le faire. Mais il faut rentrer dans le contrat, dans le concret, pardon. Avoir un stage long ou une formation longue sur ce sujet-là, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que les bases, en fait, elles sont posées par des formations courtes. Et quand vous êtes certifié Scrum Master ou Product Owner, vous avez bien en tête comment il faut faire. Après, il faut passer à la pratique. Et c'est pas dans un environnement scolaire qu'on passe à la pratique. Voilà, ça, c'est mon sentiment. En utilisant par exemple Jira, effectuer des découpages, oui, bien sûr, un nombre maximum de story points. Alors tout ça, ça devient un petit peu technique, donc j'y répondrai peut-être un tout petit peu plus tard parce que je ne veux pas perdre non plus les autres auditeurs avec des questions un peu trop techniques. Mehdi me dit, je suis manager transversal et nous faisons monter en compétence nos développeurs web pour devenir PO ou Scrum Master. Est-ce efficace? Alors, le PO, faut pas oublier que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le métier et qui a une vision du produit. PO et développeur, ce sont deux rôles vraiment très, très, très différents. Le développeur, c'est lui qui va écrire les lignes de code, c'est lui qui va créer l'application. Le PO, lui, il est responsable que ça soit la bonne application, que les bonnes fonctionnalités soient présentes, qu'il ait une bonne vision du produit. Et donc, ce pas des rôles qui peuvent être normalement tenus par les mêmes personnes. Et c'est ça qui est important aussi de bien comprendre. Et c'est pour ça que revenir aux fondamentaux de l'agilité, c'est vraiment important. Quelle formation suivre pour être certifié pour une équipe de 10 personnes? Eh ben, ça dépend, Anne, de votre rôle, si vous êtes Product Owner ou si vous êtes Scrum Master. Alors, nous, on a un bootcamp qui réunit les deux. Parce qu'une fois que vous êtes formé à l'un, vous avez 80% du contenu de l'autre. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est que vous suiviez des bootcamps parce que vous pourrez avoir la double certification. Et donc, pour une équipe de 10 personnes, eh ben, des certifications agiles de type Scrum.org ou bien Scrum Alliance, celles qu'on propose, elles sont tout à fait adaptées à ça. C'est exactement le sujet qu'il vous faut. Dans le contexte, alors Paul me dit d'évolution très forte du low-code et du no-code, comment peut-on intégrer cette démarche agile? Ne faut-il pas revoir aussi la méthodologie? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je ne pense pas du tout. Parce qu'en fait, c'est pas lié. Je ne pense pas qu'il faille revoir cette technologie-là, cette méthodologie-là, tout simplement parce que écrire des lignes de code ou bien connecter des connecteurs avec des applications, avec des API, des automatiseurs, etc., en fait, c'est la même démarche. C'est une démarche itérative dans laquelle on définit ce qui est attendu, on définit des tâches à réaliser, on organise l'équipe sous la forme de production rapide et à la fin de laquelle on a une présentation aux utilisateurs et une boucle d'amélioration continue qui s'appelle une rétrospective. Et ça, c'est quel que soit le mode de production de ce produit. Ça peut être en low-code, no-code, ça peut être en Java, ça peut être en C++, enfin en C Sharp, pardon, ça peut être en Symfony, peu importe l'outillage derrière, c'est la méthodologie qui est complètement applicable, quel que soit l'outillage derrière. Alors, du coup, bah, je reprends un petit peu le cours. Merci pour toutes ces questions, c'est passionnant. Je vais reprendre le cours des diapos et puis je répondrai aux autres questions avec grand plaisir. Voilà, donc ne pas respecter les timebox, ça c'est un gros, gros problème.
Il faut pouvoir apprendre de ses erreurs et le fait de forcer à livrer quelque chose dans le mois ou dans les 15 jours, hein, ça a été écrit dans le chat et c'est tout à fait juste, eh bien, ça force à apprendre parce que le time box d'après, on ne veut pas qu'il reproduise les mêmes erreurs. Donc, être obligé de livrer, ça oblige en fait à résoudre tous les problèmes pendant ce sprint-là. C'est extrêmement formateur en fait. Ça garantit l'adaptabilité, puis à la fin du sprint, on doit absolument avoir quelque chose de fonctionnel qui pourra potentiellement être mis en production, mais quelque chose de fonctionnel. Si on n'arrive pas à produire quelque chose de fonctionnel à la fin du sprint, c'est qu'il y a un problème, c'est un symptôme, et il faut corriger ça, et ça alimente notre boucle d'amélioration continue. Donc, en fait, respecter ce sprint, cette durée de sprint, c'est extrêmement important. C'est pour ça, dans la méthode, on dit il faut surtout pas changer en cours de route la durée d'un sprint. Si on part en début de projet sur un sprint de 1 mois, on s'aperçoit que c'est trop long et on adopte la durée de 15 jours pour tous les sprints suivants, ça, c'est pas changer la durée d'un sprint. C'est si on fait un sprint à un moment donné de 15 jours, puis la semaine d'après, 2 semaines après, on fait une semaine, puis la semaine d'après, on fait un mois. Ça, c'est n'importe quoi. Ça désorganise complètement. Et donc, on peut adopter un rythme différent en début de sprint, par exemple, en début de projet. Mais une fois qu'on a trouvé le bon rythme pendant tout le long du projet, on ne modifie pas la durée du sprint. Donc, respecter les timebox est extrêmement important. Et puis, la septième erreur alors, il y en a d'autres, hein, je veux dire, on a tout un catalogue d'erreurs hein, qui expliquent le fait que l'agilité ne fonctionne pas en entreprise, mais c'est de nommer un Scrum Master impuissant. Alors, on ne va pas se méprendre sur le terme. En fait, ça veut dire quoi? Le Scrum Master, c'est un des trois rôles hein, de l'équipe agile. Il a pour rôle d'évangéliser, c'est-à-dire de faire adopter dans toute l'organisation la méthode agile. Alors, c'est pas souvent présenté comme ça, mais c'est comme ça, en fait, que les créateurs de la méthodologie ont créé la méthodologie. Hein. Schweber, Sutherland, ils l'ont vu comme ça. Le Scrum Master, il doit évangéliser potentiellement toute l'entreprise. Parce que toute l'entreprise a besoin d'être évangélisée. Elle a besoin de comprendre les implications que va apporter l'agilité dans l'organisation. Ça va plus être pareil qu'avant. Et donc, il faut quelqu'un pour répondre aux questions, il faut quelqu'un pour convaincre, pour rassurer, pour donner les outils, pour expliquer la démarche. Et cette personne-là, bah, ça s'appelle un Scrum Master, tout simplement. Ça veut dire que ça ne peut pas être totalement n'importe qui fait ce rôle-là. Ça ne peut pas être, je vais caricaturer, un petit jeune qui sort d'école, qui n'a pas d'expérience du tout. Vous imaginez que s'il doit évangéliser le comité exécutif ou le comité de direction, il ne va pas pouvoir faire son boulot. Et donc, ce Scrum Master-là va être impuissant pour jouer son rôle, qui est un rôle absolument fondamental dans une équipe agile, parce que l'équipe agile, elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être protégée d'interférences extérieures parce que quand elle est concentrée sur son itération, elle a besoin de ne pas être dérangée par d'autres personnes et que son travail soit bien priorisé par le PO. Donc, il a besoin d'avoir une certaine position dans l'organisation. C'est ce qu'on appelle une position de management. Le Scrum Master, il devrait faire partie d'une ligne managériale, il devrait faire partie d'une équipe de direction, il devrait être un manager dans l'organisation. Ça ne peut pas être un petit stagiaire qui sort d'école. Je suis désolé, c'est pas possible. Et il y a besoin d'un Scrum Master, toujours. Si on s'aperçoit que le Scrum Master est plus utile, c'est que vraisemblablement on a un problème parce qu'il doit pouvoir faciliter le travail de l'équipe à tous les niveaux, que ce soit de manière organisationnelle, que ce soit par rapport aux interférences extérieures, que ce soit des problématiques de compatibilité de ressources, etc. Il faut absolument ce rôle-là. C'est extrêmement important. Ne fait rien d'autre que faciliter, coacher, c'est ça son rôle au Scrum Master. Il rédige pas les expressions de besoin, il fait pas le reporting, il n'organise pas les réunions, c'est pas son rôle du tout. Le Scrum Master, il est là pour faciliter, pour évangéliser et faire en sorte que la méthodologie elle soit appliquée le mieux possible. Tout ça, c'est son rôle et c'est pas souvent le rôle en fait qu'on voit dans les organisations. Et c'est tellement pas son rôle, c'est tellement pas comme ça qu'il peut le faire qu'on a une deuxième vague de consultants qui arrivent depuis quelques années, qui sont les coachs agiles. Et le coach agile, en fait, c'est un symptôme. C'est un facilitateur, le coach agile. En fait, qu'est-ce qui fait son rôle? C'est quoi son rôle au coach agile? C'est de venir voir comment fonctionne l'équipe, les équipes, et puis mettre un peu d'huile dans tout ça, faciliter, et puis, comme on dit en français, remover les impediments, c'est-à-dire faire tomber les barrières. Et bien ça s'appelle un Scrum Master. Donc, si on voit arriver des coachs agiles dans l'organisation, c'est parce que les Scrum Masters n'ont pas pu jouer complètement leur rôle et qu'on est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre pour le jouer à leur place, mais c'est exactement un Scrum Master. Donc, quand le Scrum Master ne peut pas faire son boulot, c'est qu'il y a un petit souci.
et qu'il faut revoir le positionnement du Scrum Master dans l'organisation. Ça, c'est cette erreur vraiment extrêmement structurante. Alors, je reprends quelques questions. Bonjour, quel est l'avantage de travailler en adaptatif par rapport au prédictif? Alors, ça, c'est une très intéressante question. En fait, c'est lié au fait qu'on n'est pas sûr du chemin qu'on va emprunter. C'est-à-dire, si vous avez à aller de Paris à Bordeaux, il n'y a pas besoin d'une démarche agile pour ça. Vous avez un truc qui s'appelle le train, qui vous prend de la gare de Montparnasse et qui vous amène à la gare de Bordeaux. Voilà, si, j'ai pas besoin de démarche itérative. Ça, c'est un plan. Voilà. Je sais exactement les étapes par lesquelles je vais passer pour aller du point A au point B, qui est la livraison de mon produit, pour le faire de la manière la plus efficace possible. Ça s'appelle un plan. Donc, quand on sait exactement comment on va faire, le plan, c'est-à-dire le prédictif, c'est la solution la plus adaptée. Mais quand on n'est pas absolument sûr, lorsqu'on a des options qu'il va falloir arbitrer, lorsqu'on a des chemins, qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de quel chemin emprunter, est-ce que c'est cette technologie-là, est-ce que c'est cette fonctionnalité-là, ou plutôt celle-là, ou est-ce que c'est celle-là qu'il faudra en premier, ou peut-être qu'après on en aura besoin d'une autre. Et bien là, on n'est plus du tout dans le prédictif. Là, il faut qu'on essaye quelque chose et il faut qu'on réagisse par rapport à cet essai. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'acceptation de l'erreur. Eh bien, quand on est né dans une démarche un peu exploratoire, et développer un logiciel, c'est exactement ça, parce que où est-ce qu'on va s'arrêter, quelles sont les fonctionnalités qu'on va devoir livrer dans 6 mois, ben, c'est peut-être pas si évident que ça. Eh bien, quand on est dans ce genre de projet-là, il nous faut de l'adaptatif, et c'est pour ça que ça marche particulièrement bien dans le développement applicatif. Donc, quand on a une vision claire du point B auquel on veut aller et qu'on connaît le point A, ben, un plan, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Mais quand c'est pas tout à fait clair, lorsqu'il y a des options, lorsqu'on doit essayer des choses pour être sûr d'y arriver, ça s'appelle l'adaptatif. Vous pouvez nous aider à trouver un stage. Alors, j'aimerais bien, malheureusement, mais voilà, on n'est pas là pour ça, malheureusement. On est certificateur et organisme de formation. Je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous, mais si on entend parler de quelque chose, on gardera vos coordonnées si vous nous les donnez. Proxy PO, alors, ça peut se justifier si le PO côté du métier n'est pas super dispo pour une équipe de dev. Oui, c'est juste. Alors, je ne vais pas rentrer trop tôt dans la technique, mais quand une équipe agile n'a pas de PO, bah, on nomme un gars ou une fille qui joue le rôle de PO, et ça s'appelle un proxy. Mais c'est pas la solution idéale. Alors, c'est la solution quand on n'a pas de PO, et donc il faut bien qu'on puisse faire avancer l'équipe agile, mais il y a des risques de désynchronisation entre ce que comprend le proxy PO du produit et ce que le vrai PO ou l'entreprise a en tête par rapport au produit. Donc, un proxy PO, c'est un pis-aller, mais c'est pas la solution parfaite, hein, ça c'est sûr. Ma question est, est-ce qu'un développeur qui est monté en compétence peut devenir un PO ou un SM? Oui, bien sûr, dans l'absolu. Mais attention, un développeur, c'est souvent quelqu'un qui a une vue extrêmement outil. Le PO, c'est quelqu'un qui doit avoir une vue extrêmement produit. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont capables de faire cet énorme grand écart, mais soyez vigilants sur le fait que le PO ne se transforme pas en un PO technique, ou que le Scrum Master reste, si la personne devient Scrum Master, qu'elle reste dans la technique. Il faut absolument qu'elle joue des rôles différents, d'autres types de rôles dans la méthodologie. Donc je pense que c'est possible, mais il faut être extrêmement vigilant sur la capacité de la personne à être dans la peau de quelqu'un d'autre, hein. Je vais dire ça comme ça. Ok, je fais défiler un tout petit peu la question. Alors, lean management, ça c'est encore un tout petit peu différent. Lean management, ça c'est comment fluidifier un processus. Alors, il y a des techniques, il y a des techniques de lean dans les méthodologies agiles parce que l'agilité, c'est la capacité à changer de direction, à s'adapter, évidemment, hein. Ça, c'est le cœur de la méthodologie agile. Et changer de direction rapidement, être adaptable, aller à droite, à gauche, etc. C'est pas l'apanage des hippopotames. Donc, il vaut mieux être lean parce que ça veut dire maigre en fait dans la réalité du mot, bah, c'est plutôt bien pour pouvoir être agile. Donc le lean management et l'agilité, ça va plutôt ensemble. Je reformule ma question plus haut. Est-ce que le PO doit être responsable des coûts, délais concernant le produit? Ah bah, complètement. Ça, c'est le rôle du PO. Le rôle du PO, c'est de garantir que le bon produit sortent de l'équipe de développement au bon coût, naturellement, avec le bon niveau de qualité et qui correspondent aux besoins. Ça, c'est l'engagement du PO. Et c'est pour ça, vous comprenez, qu'il n'a pas du tout le rôle d'un développeur et qu'il n'a pas du tout le rôle d'un Scrum Master. C'est un rôle tout à fait spécifique et extrêmement précieux. Alors, je reprends le cours de la présentation. Ce qu'il faut faire, ben, c'est suivre cette méthodologie-là.
Alors, c'est nos deux amis, là, Schweber et Sutherland, qui ont inventé cette méthodologie-là dans les années 90, parce que dans les années 90, où l'explosion du développement logiciel a commencé à opérer, eh ben, on s'est rendu compte que les méthodes prédictives fonctionnaient plus bien et qu'on n'arrivait pas à sortir un logiciel qui correspondait aux besoins du client au moment où il le recevait, parce qu'il s'était écoulé 6, 8 mois, parfois un an, entre le moment où il a donné son cahier des charges à l'équipe de développement et puis le moment où l'utilisateur, où il a reçu le produit. Il s'est passé plein de choses, il a changé d'avis, il a d'autres besoins, et donc en prédictif, on n'arrivait pas à livrer un produit qui allait bien. Et donc, Schreiber et Sutherland, ils se sont dit, bah, on va, plutôt que d'attendre 8 mois ou un an pour livrer un truc, on va livrer beaucoup plus vite. Et puis, on va le montrer aux utilisateurs et on va voir si ça leur correspond. Et puis, on va recommencer, on va boucler, on va itérer, on va livrer des petits morceaux. Et donc, vous voyez à quel point la démarche, elle est différente. Et c'est pour ça qu'on a une méthode qui est totalement différente d'une méthode de cycle en V complètement prédictif. Ça commence, je vais aller vite parce que, évidemment, l'idée, c'est pas de faire une formation là, mais je vais aller vite dans le sens où il y a des éléments qui sont incontournables et qu'il faut que vous compreniez pour que vous voyez à quel point, en fait, c'est différent. Alors, on n'a pas un cahier des charges, on n'a pas une expression de besoin, un document qui fait 500 pages avec des critères dans tous les sens. On a un product backlog. Le product backlog, c'est tout à fait différent d'un cahier des charges. C'est quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus facile à prioriser, à chiffrer, à remettre dans l'ordre. Et dans un product backlog, on accepte que des choses soient changées de priorité, que les choses ne soient pas décrites au même niveau de rigueur et de niveau de précision que d'autres choses dans le product backlog. Bref, on est complètement adaptable. Tandis que dans un cahier des charges, bon, on doit lister l'ensemble des fonctionnalités, tout avec le même niveau de détail, parce que sinon l'équipe, elle va pas comprendre ce qu'on veut. C'est deux approches totalement différentes. Donc en agile, c'est un product backlog qu'il nous faut absolument, et c'est pas juste un mot, parce que derrière, il y a tout un tas de concepts qui sont très puissants. Donc vous avez compris que la grande flèche bleue, là, c'était une itération, hein, c'était un sprint. Et donc en début de sprint, on a un sprint planning qui consiste à sélectionner en fait les fonctionnalités qu'on va vouloir développer pendant l'itération et de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va s'y prendre pour développer cette fonctionnalité, développer ces caractéristiques de produit. Et ça se décline en tâches. Et là, on va dire d'une manière très précise, voilà, pour livrer cette fonctionnalité-là, il va nous falloir tant d'heures de développement pour telle personne, tant d'heures de développement pour telle personne, une base de données, etc. Et donc, on va décrire ça en tâches, et tout ça est chiffré, parce que c'est pas parce qu'on est en agilité qu'on chiffre rien, qu'on est open bar, qu'on est open sur les délais, etc. Pas du tout, au contraire, hein. Si on met des time box dans Sprint, dans Scrum, c'est justement pour forcer à la livraison et forcer à la prédictivité, dans la mesure du possible, naturellement. Donc, ce sprint planning est extrêmement important pour structurer le travail de toute l'itération. Et puis ensuite, on rentre dans l'itération et là, ben, les membres de l'équipe de développement ben, effectuent leurs tâches. Et puis à la fin, ça aboutit à la livraison d'un incrément de produit, hein, sous la forme d'une petite brique fonctionnelle dans une application, par exemple. Et cet incrément de produit, on va le montrer aux utilisateurs pendant un événement qui s'appelle la Sprint Review, de manière à ce que les utilisateurs nous fassent leur retour, nous priorisent leurs attentes par rapport au sprint suivant et que le PO puisse se faire une idée de tout ça et prioriser, du coup, dans son produit backlog, les nouveaux items ou les anciens items qui auront bougé. Donc ça, c'est un temps qui est lié au produit et au feedback utilisateur. Et puis, il y a un autre temps qui s'appelle la rétrospective, qui, lui, est lié à la méthodologie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette itération, pendant ce mois-là? Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on a été confronté, des difficultés d'organisation? On n'a pas réussi à chiffrer, on n'a pas réussi à livrer ça, on n'a pas su fournir la doc, les tests n'ont pas été satisfaisants. Bref, on fait vraiment le point de cette itération et on met toutes les choses qu'il va falloir améliorer. Et on en met un certain nombre dans le product backlog parce que ça va avoir besoin d'être repriorisé. Et donc, le meilleur endroit pour prioriser les activités d'une équipe agile, eh ben, c'est le product backlog. Alors, ensuite, on verra ça en sprint backlog, ça c'est autre chose. Mais d'abord, prioriser le travail, l'ensemble des choses à réaliser, ça se fait dans un product backlog. Et là, normalement, bah, le sprint se termine. On a travaillé, on a livré quelque chose, on a fait une boucle d'amélioration par rapport à nos utilisateurs, on a fait une boucle d'amélioration par rapport à notre méthodologie, et maintenant c'est un nouveau sprint qui va commencer. Et le contenu d'un sprint, c'est exactement celui-là. Si à la fin d'un sprint, on n'a pas eu le temps d'écrire la doc, on n'a pas eu le temps de livrer, on n'a pas eu le temps de montrer aux utilisateurs, je dis n'importe quoi, on a eu plein de bugs à corriger, on n'y est pas arrivé, ça c'est un symptôme que
soit l'équipe est surchargée, soit que les besoins n'ont pas bien été exprimés, soit que ça n'a pas été chiffré, et donc on a embarqué trop de travail, on n'a pas réussi à finir. Et tout ça, c'est complètement géré par la méthodologie. Tout ça, c'est complètement prévu par la méthodologie. Et ça marche maintenant depuis des dizaines d'années sous une forme extraordinairement puissante, rapide et efficace. Mais il faut suivre un certain nombre de règles, et notamment ce processus-là. Ce processus-là, il est absolument incontournable. Et d'ailleurs, dans le petit manuel qui est Scrum Guide à gauche, on vous dit ça et on vous dit le timing de chacun de cet événement-là. Par exemple, le sprint planning, cet événement-là ici, il dure 8 heures, pas plus. Un daily scrum qui est un petit moment tous les jours le matin où on se voit et puis on partage les difficultés qui pourraient empêcher l'équipe d'atteindre ses objectifs, ça dure 15 minutes. Une sprint review, ça dure 4 heures. C'est pas pour embêter le monde, c'est pas scolaire, c'est juste pour dire si on est obligé de mettre 5 heures sur une revue, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, il faut qu'on en parle en rétrospective pour comprendre d'où vient le problème et comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème. Vous voyez, cette méthodologie, en fait, elle est tellement performante, elle est tellement rapide qu'on est obligé de donner des temps pour structurer le travail, qu'on puisse se poser les bonnes questions au bon moment et avoir le niveau de performance maximum. Voilà, alors ça, évidemment, il faut un petit peu plus de temps qu'une demi-heure pour en parler. Donc, ça va faire l'objet notamment d'un petit cadeau. Je crois que c'est le moment d'en parler. Euh, En fait, euh, si vous êtes client chez nous, si vous achetez une formation chez nous, et une formation à Scrum Master et Product Owner, je trouve que ça serait plutôt une bonne idée. On vous offre une formation qui a une valeur de 450 euros, qui est une formation vraiment de sensibilisation, et un peu plus que ça, c'est maîtriser ChatGPT. C'est une formation qui dure 4 heures. Donc, c'est pas un petit quelque chose. On vous l'offre si vous nous prenez une formation Scrum Master et Product Owner, si vous vous inscrivez aujourd'hui, si vous laissez vos coordonnées dans le petit formulaire qui vient de vous être mis dans le chat, vous laissez vos coordonnées. Si vous achetez une formation Scrum Master et Product Owner ou une autre, hein, naturellement, eh ben, on vous offre cette formation-là d'une valeur de 450 euros. C'est quand même pas négligeable. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que bah, déjà, on a envie que vous deveniez client chez nous et ça nous ferait plaisir. Et en plus, on a envie que vous disposiez de toutes ces compétences-là et de la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Manifestement, vous vous posez pas mal de questions. Vous aurez des réponses dans la formation. Et au-delà de ça, on est convaincu que l'IA va changer énormément de choses. On n'est pas devin hein, pour dire ce genre de choses-là. Beaucoup de monde le pense. Et donc, maîtriser l'outil dont on parle le plus aujourd'hui, quasiment, qui est ChatGPT, qui est un outil d'une puissance absolument folle et d'un accès extrêmement simple, eh ben, maîtriser ces compétences-là, c'est fondamental pour nous. Et donc, et pour vous, j'en suis sûr. Et donc, disposer de cette formation-là, pour nous, on pense que c'est vraiment un plus. On a envie de vous en faire bénéficier pour les personnes qui ont suivi ce webinaire ou qui vont regarder le replay, ça, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Mais on veut vous offrir ça et on veut que vous ayez de quoi acquérir les compétences qui vont bien pour l'agilité. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool, je pense, comme cadeau. J'espère que ça vous fait plaisir. On a hâte d'avoir plein d'entre vous qui s'inscrivent. Et puis ça, eh ben, c'est notre produit phare. C'est le produit qu'on propose lorsque on veut vraiment se former à l'agilité. Alors, les prix ont un petit peu changé. Là, étant donné que les certifications ont changé. Là, maintenant, on est avec Scrum League, qui est un très grand certificateur, qui est un des deux certificateurs dans le monde. Vous avez Scrum.org, qui est américain. Vous avez Scrum League, qui est anglo-français. Eh ben, voilà, c'est les meilleures certifications qui existent. Le prix n'est plus le même, tout simplement parce que maintenant, on a 4 certifications dans cette formation-là, alors qu'avant, on n'en avait que 2. Donc, vous avez 4 certifications dans ce cursus. Les 2 certifications Scrum Master et Product Owner de chez Scrum.org et les 2 de chez Scrum League. Comme ça, vous êtes armé avec toutes les certifications possibles sur ce sujet-là et vous êtes surtout armé avec les contenus qui vont bien. Ça, c'est extrêmement important parce que vous avez remarqué, et vous allez remarquer quand vous reviendrez en entreprise, que c'est pas souvent que l'agilité est adoptée de cette façon-là, avec une telle clarté de vision dans les rôles et les responsabilités de chacun. Et pour ceux qui sont déjà des clients, bah, si vous nous rachetez une formation, je m'engage à vous offrir cette formation-là complémentaire avec grand plaisir. Votre engagement et vos questions ont rendu cette session riche. Bah, je vous remercie. Merci évidemment hein, à tout le monde d'avoir posé toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, moi je suis vraiment preneur. Allez-y.
J'ai déjà acheté une formation PO au mois de février, commencez en mars, ça sera pour vous, vous inquiétez pas. On vous offrira également la formation à ChatGPT. Alors, Pascal, qui a permis de clarifier, ben, merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Donc, tous ces exemples-là que j'ai pris, évidemment, c'est à disposition dans la formation. Il y a beaucoup de choses au-delà de la simple évocation du référentiel et de la meilleure pratique, bien entendu. Quelques points pour finir, puisqu'on a vu ce qu'il fallait faire à travers la méthodologie Scrum, il y a aussi des lois à respecter. Alors, je finirai par là, évidemment. La loi de Murphy, il faut s'attendre à ce que ça aille pas bien à un moment donné, d'accord? Ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum, hein, si vous me passez l'expression. Il y a toujours un truc qui va pas bien marcher. C'est normal, c'est la loi de Murphy, c'est absolument universel. Bon. La loi de Pareto, vous la connaissez, il y a 80% des résultats qui sont produits en général par 20% du travail, où il y a 80% du temps qui est pris pour gérer voilà, les clients difficiles par rapport aux 20% du temps les autres. C'est la loi de Pareto. Voilà. La loi de Parkinson, c'est une loi très puissante aussi. C'est celle qui dit, en fait, quand il y a des trous dans votre emploi du temps, il ne faut pas penser qu'ils ne seront pas remplis. C'est-à-dire, quand il y a un trou dans l'emploi du temps, il y a forcément un truc qui va venir le boucher. C'est plus on a de temps pour réaliser une tâche, en fait, plus elle prend de temps. Donc ça, c'est en lien, par exemple, avec le passage de votre certification. Si vous vous dites, c'est bon, j'ai 3 mois pour passer l'assertif, ça part pas bien. Là, ça sent la loi de Parkinson parce qu'à la fin, quand on délaye le temps, quand on est moins dedans, quand on fait moins d'efforts pour y aller, eh ben, on finit par plus y aller du tout. Donc, cette loi de Parkinson, elle est extrêmement importante. La loi de Laborit. Alors, c'est prioriser les tâches difficiles en début de journée. Alors, c'était pas un masochiste, hein, Laborit, c'était juste quelqu'un qui était tout à fait concret et tout à fait fonctionnel. Le matin, on est tout simplement plus frais qu'en fin de journée. Et donc, les tâches difficiles, il faut les faire en début de journée. C'est comme ça que vous allez augmenter en performance, évidemment. Ensuite, il y a Illich qui a dit, passer un certain temps sur une tâche, l'efficacité diminue, voire même devient négative. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des cas où vous vous êtes acharné sur quelque chose et vous n'y arriviez pas. Et bien ça, c'est le symptôme qu'il est urgent d'arrêter ce que vous êtes en train de faire une pause, éventuellement de passer à autre chose ou de revenir dessus. Mais là, vous êtes en plein Illich, c'est-à-dire qu'il faut lever le crayon, lever les yeux du clavier, faire une bonne pause, respirer l'air dehors, etc. et puis y revenir. Voilà. Et le temps, enfin dire la performance peut parfaitement être négative dans le sens où elle peut déteindre sur une autre tâche, parce que vous allez être rentré dans un mindset négatif et du coup, ça peut avoir des répercussions sur d'autres tâches. Puis la loi de Carlson qui dit une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'en plusieurs fois. Alors ça, c'est une loi qui est absolument universelle, extrêmement d'actualité, parce qu'avec tous nos téléphones mobiles, tous nos appareils électroniques, on est en permanence dérangé par un SMS, par un chat, par un WhatsApp, par un machin, un TikTok, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est totalement contraire au fonctionnement de notre cerveau. Et donc, à chaque fois qu'on est interrompu, le cerveau doit se reconfigurer quelques secondes pour refaire la tâche pour laquelle que vous étiez en train de réaliser. Et c'est parfois beaucoup plus que quelques secondes. Ça peut être plusieurs minutes. Et donc, un conseil totalement basique, hein, mais qui est extrêmement puissant, c'est quand vous êtes concentré sur quelque chose, vous ne mettez même pas le téléphone sur vibreur, vous ne voulez pas entendre parler de votre téléphone. Et vous allez voir à quel point vous allez augmenter en performance. Les gens qui font ça toute la journée ne se rendent pas compte, mais les interruptions en fait des téléphones mobiles, des notifications, ce sont des interruptions qui sont extraordinairement fatigantes pour le cerveau et voilà, compromettent complètement votre performance au travail ou même personnel d'ailleurs. Donc ça, c'est les lois vraiment fondamentales. Puis la dernière, c'est d'apprendre, c'est de continuer à apprendre, évidemment, le plus possible. Alors j'ai vu une question, quelle est la différence entre un MOA et un PO? Alors, MOA, ça veut juste dire maîtrise d'ouvrage. Et on peut avoir plusieurs métiers dans une maîtrise d'ouvrage. On peut être chef de projet, maîtrise d'ouvrage, on peut être business analyst dans la maîtrise d'ouvrage. Enfin, c'est une catégorie de métier, en fait, la maîtrise d'ouvrage. Lorsqu'on est chef de projet MOA, ben, on est censé articuler le travail des équipes de réalisation, donner en fait les instructions aux fournisseurs, aux différentes équipes pour réaliser le produit. MOA, chef de projet et PO, c'est pas le même rôle. Encore une fois, le chef de projet, il fait jouer la musique, tandis que le PO, bah, lui, il la joue, il est dans l'équipe agile. Vous comprenez? Et donc, ce sont des rôles différents. MOA, chef de projet MOA, c'est quelqu'un qui organise, mais qui ne fait pas le travail de réalisation lui-même. Il s'appuie sur une autre équipe, qui est en général la MOE, la maîtrise d'œuvre,
qui, elle, est une équipe qui est plutôt du côté direction informatique, ou qui est plutôt du côté exécution du travail. Donc, chef de projet MOA, il organise la livraison des chefs de projet MOE ou bien des équipes de développement agile. Donc, du coup, MOA et PO, c'est tout à fait différent. Ce sont deux fonctions tout à fait différentes. Est-ce qu'il reste des questions? Dites-moi. C'est le moment où c'est comme pendant le mariage, on se tait à jamais. Non, il y aura d'autres possibilités. Je veux dire, on a un webinaire toutes les 3 semaines. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à d'autres webinaires. On aura d'autres surprises pour vous. On aura d'autres sujets à traiter avec vous. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle, sur le digital, sur plein de choses. Aujourd'hui, on vit une époque où les choses vont extrêmement vite, où se remettent en question d'un mois à l'autre. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à d'autres webinaires. Ça sera bien sûr avec grand plaisir. Je ne vois pas d'autres questions. J'espère que ça a été riche pour vous et que vous aviez trouvé, que vous allez repartir avec un petit peu plus de connaissances et d'envie d'apprendre encore que quand vous êtes arrivé. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie infiniment. Et je vous invite, voilà, comme l'équipe l'a mis dans le chat, à vous rendre sur notre site internet pour faire un petit tour sur notre offre. Et on sera très heureux de reprendre contact avec vous. Merci Marco, merci à tous, à toutes, et puis à très très bientôt. Merci.